le monde tourne. Direction la Birmanie, refusant de tirer sur leurs concitoyens. Les informations pullulent. Tout de suite, voici les informations. C'est le moment d'ouvrir la page internationale avec Ealichi Dorelas depuis Boston, Massachusetts. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la page internationale au grand journal du 14h. Joyeuse semaine et bon lundi. Depuis le newsroom de la capitale des grandes universités du monde, Boston, Massachusetts, Ealichi Dorelas, pour présenter la page internationale à Jacques Mel pour le grand journal François Rubens sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Osana 102.3 FM à Jacques Mel. Un petit mot de sport pour ouvrir cette page internationale. Après la finale de la Coupe du Monde, le président de la FIFA, Gianni Infantino, déclare au micro de Beansport cette finale, la plus belle histoire de Coupe du Monde. Écoutons un extrait. Président, un magnifique champion a été couronné aujourd'hui, l'Argentine bien sûr, Léo Messi évidemment au terme d'une finale tout simplement exceptionnelle. Une finale de rêve, finale incroyable, je pense la plus belle finale de l'histoire de la Coupe du Monde, qui a couronné la plus belle Coupe du Monde de l'histoire. Donc je pense que c'était un match incroyable. L'Argentine a mérité de gagner, mais la France aurait mérité autant de gagner aussi. Donc c'est vraiment exceptionnel. Il y a des émotions chez tous les gens qui sont ici, qui sont chez eux, je pense, ce soir, qui sont inoubliables. Il y avait le passé et le présent du football avec Léo Messi, il y avait le présent et le futur du football avec Kylian Mbappé, dans une explosion véritablement de football. À titre personnel, voir celui qui est peut-être considéré comme le plus grand joueur de l'histoire couronné aujourd'hui sous votre mandat, c'est quelque chose, j'imagine, d'aussi exceptionnel. Oui, tout à fait, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de magnifique, pouvoir évidemment donner la Coupe du Monde à un joueur exceptionnel, hors compétition, presque hors norme comme Léo Messi. C'est une émotion unique pour tous ceux qui aiment le football. C'est quelqu'un qui a fait vivre et vibrer les cœurs de millions et millions de gens dans le monde et qu'il gagne cette coupe, c'est magnifique. Rendez-vous dans 4 ans, désormais, avec un autre type de compétition, 3 pays concernés, une compétition beaucoup plus explosée, mais qu'on espère magnifique aussi. Tout à fait, on va commencer à y travailler à partir de demain, ce soir pas, mais demain. Ça va être aussi une Coupe du Monde gigantesque avec 48 équipes dans 3 pays, avec des équipes très très compétitives. On a eu une France ce soir aussi très jeune, très forte. On a vu d'autres équipes dans cette Coupe du Monde qui ont aligné des jeunes joueurs exceptionnels. Donc je pense qu'on peut se réjouir. Ça sera une Coupe du Monde différente. Mais elle sera tout autant magique parce que le football est magique. L'avenir du foot est radieux. Merci beaucoup, Président. Merci à vous. Merci. Cette fois-ci, nous irons en Ukraine. Bataille de Bakhmut, front nord, pénurie d'électricité. La zone de Bakhmut, la région de Donetsk, demeure l'un des points chauds du conflit. Voici un reportage à signer Euronews. Des soldats ukrainiens se ravitaillent avant de repartir sur la ligne de front de Bakhmut, l'un des points chauds du conflit dans l'est du pays. Depuis la perte de Kharkiv puis de Kherson, les forces russes sont à la recherche d'une victoire significative, mais ils se heurtent depuis des mois à la résistance ukrainienne. En partie vidée de ses 70 000 habitants, Bakhmut est aujourd'hui défiguré. Il est clair, dit ce soldat, que Vladimir Poutine a besoin de Bakhmut comme cadeau de Nouvel An. Dans son discours de fin d'année, il veut annoncer une grande victoire. Et la propagande russe fait tout pour exagérer l'importance militaire de Bakhmut, qui en réalité est faible. Vladimir Poutine se rend ce lundi chez son allié bélarusse, qui sert de base arrière à son armée depuis le début du conflit. Craignant une offensive de ce front nord, le président ukrainien Volodymyr Zelensky dit avoir fait de la protection de cette frontière une priorité constante, envisageant, dit-il, tous les scénarios possibles.
L'autre inquiétude constante pour Kiev et la population ukrainienne concerne l'accès à l'électricité, alors que les frappes russes sur les infrastructures ont causé d'importantes pénuries en plein hiver. Les habitants peuvent se réchauffer et recharger leur téléphone dans l'une de ces nombreuses structures baptisées point d'invincibilité. Direction le Pérou, plusieurs centaines de touristes se sont retrouvés coincés au Machu Picchu pendant plusieurs jours à cause des manifestations qui secouent le pays depuis plusieurs jours. Un mouvement de contestation secoue le Pérou depuis le 7 décembre dernier. L'incarcération de l'ancien président Pedro Castillo, malgré ces manifestations massives qui ont déjà fait 18 morts, le Parlement péruvien a refusé le 16 décembre d'avancer les élections générales. Voici un reportage à signer RT. Des cheminots péruviens tentent de déplacer un rocher bloquant une voie ferrée. Non, il ne s'agit pas d'un éboulement, mais bien d'un sabotage. La ligne de train a été coupée par des manifestants contre la destitution et l'incarcération de l'ancien président Pedro Castillo. Problème, cette ligne est la seule reliant la célèbre citadelle inca du Machu Picchu à la grande ville la plus proche, Cusco, située à 110 km. Les 200 touristes à bord de ce train sont donc priés de descendre. On était super contents d'apprendre qu'on pourrait prendre un hélicoptère. On nous avait dit que nous pourrions prendre un train à minuit. Nous avions prévu de partir à pied le lendemain matin et tout à coup ce train s'est libéré et nous l'avons pris. Et le périple ne s'arrête pas là. Les touristes ont dû marcher pendant 2 km jusqu'au véhicule qui les attendait pour les conduire à Cusco. Toute la semaine, des milliers de personnes se sont retrouvées bloquées au Machu Picchu dans l'attente de leur évacuation. Le tourisme est donc à l'arrêt. Hemos calculado más o menos una pérdida de 200 millones de soles, algo así como 70 millones de euros. Nous estimons actuellement la perte liée au tourisme au Pérou à environ 200 millions de soles, soit 70 millions d'euros. No solo en Cusco, sino también en todo el Perú. Han votado a favor 49 congresistas. Vendredi soir, le Parlement péruvien a refusé d'avancer les élections d'avril 2026 à décembre 2023. Un refus qui place la nouvelle présidente Dina Boluarte dans une situation difficile, elle qui s'était engagée à avancer le scrutin pour tenter d'enrayer la contestation. Hier, lors d'une conférence de presse, la chef de l'État en a appelé aux parlementaires. J'exige que la proposition d'un vote pour avancer les élections soit reconsidérée. La votación de adelanto de elecciones. Hay un grupo que dice que Dina renuncie. Il y a un groupe qui dit que Dina démissionne. Que résoudrait ma démission? Résoudrait-elle le problème? Pas du tout. Donc nous resterons jusqu'à ce que le Congrès se décide à avancer les élections. Le 7 décembre dernier, Pedro Castillo avait été interpellé alors qu'il essayait de se réfugier dans l'ambassade du Mexique. Le même jour, il avait tenté de dissoudre le Parlement, quelques heures avant que le Congrès péruvien ne vote sa destitution pour incapacité morale permanente. Depuis, les manifestations réclamant la libération de l'ancien chef de l'État et appelant à la démission de Dina Boluarte sont quotidiennes. Comme ici à Arequipa, la deuxième plus grande ville du pays, où la route panaméricaine qui s'étend du nord au sud du continent américain est régulièrement bloquée. Face à la situation, le gouvernement a décrété l'état d'urgence sur tout le territoire, une disposition qui autorise l'intervention de l'armée. Et alors que les morts se succèdent en marge des répressions sanglantes de manifestations, l'issue de la crise semble de plus en plus incertaine. Dina Boluarte s'est récemment entretenue par téléphone avec Anthony Blinken, chef de la diplomatie américaine, pour s'assurer du soutien de Washington dans le processus institutionnel démocratique au Pérou. Pas de quoi calmer pour l'instant les ardeurs d'une partie de la population, toujours plus échaudée par les mesures coercitives d'une présidente qu'elle estime illégitime. Direction le Libéria, rassemblement de l'opposition contre le président Weah. Écoutons un reportage.
Ils étaient plusieurs samedi près de Monrovia à manifester pacifiquement contre le président George Weah, qu'ils accusent de tous les maux du Libéria. En effet, le pays fait face à une inflation et une pénurie des produits et des services de première nécessité. Notre rassemblement aujourd'hui, c'est pour envoyer un signal à la communauté internationale. Nous sommes fatigués de tout ce qui se passe ici. L'un des chefs de l'opposition, Alexander Cummings, qui a appelé à cette marche, a accusé le président d'incompétence, mais aussi d'indifférence. Nous donnons un F au président Weah parce qu'il nous a tous laissé tomber. Pour ceux qui sont fatigués, qui souffrent et qui ont peur d'être ici, nous sommes ici aussi pour vous. C'est le début d'une marche vers un nouveau Libéria. Les Libériens doivent élire leur président et leurs parlementaires en octobre 2023 au milieu des difficultés économiques. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accordé un entretien à une télévision française, LCI. Écoutons un extrait de l'interview. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. La situation dit tout. Tout à l'heure, vos officiers ont vérifié qu'il n'y avait pas de radioactivité. Tout est fait pour que l'endroit où vous êtes, personne ne puisse le repérer par des ondes. Quel est votre état d'esprit après bientôt 10 mois de la guerre? Mon état d'esprit est tout à fait bon. Je crois que tout le monde connaît les couleurs de la maison qui nous abrite. C'est la maison des chimères où nous recevons nos hôtes de marque. Donc, soyez les bienvenus. Il y a ce moment extraordinaire le 25 février quand vous faites cette vidéo en disant « Président, le président est là et que vous restez, mais 10 mois ont passé. Est-ce qu'il y a le risque de l'usure ?» Non, ce n'est pas possible. Je me sens très bien. Et comme tous les Ukrainiens, comme chaque citoyen de ce pays, je ne peux pas me permettre de moments de lassitude. Ce sont les Ukrainiens qui me donnent l'énergie, leur manière de faire face à cette terreur. De quelque métier qu'ils soient, des professeurs aux électriciens, des militaires aux paysans, tous font leur travail au quotidien. Les volontaires sont toujours mobilisés au nom de notre patrie, de la liberté de celle-ci. Donc, comme ils sont infatigables, je dois être un exemple. Je n'ai pas le droit d'être fatigué. Les Russes mènent une nouvelle forme de guerre contre vous en détruisant les infrastructures. Est-ce que vous voyez le risque d'une rupture majeure? Par exemple, évacuer une ville, Odessa, voire Kiev? Premièrement, je pense que beaucoup dépend de l'éducation et même de la culture de chacun. Pour moi, la Russie n'a pas commencé une nouvelle forme de guerre. Elle fait ce que faisait le régime fasciste sous Hitler. Frapper l'Europe, y compris l'Ukraine, frapper les infrastructures. Souvenez-vous des bombardements que la Grande-Bretagne a subis comme d'autres pays. Donc tout ça, on l'a déjà connu dans l'histoire. Ces attaques contre les infrastructures de l'eau, de l'électricité, pour semer la panique, pour pousser les gens à fuir, pour provoquer le chaos au sein des populations, afin d'avoir les mains libres pour détruire les villes désertées par leurs habitants, avant de faire intervenir leur artillerie lourde, puis l'infanterie. C'est ça la tactique du président Poutine, aussi sale que celle de Hitler en son temps. Et voilà, c'est la fin de la page internationale pour ce lundi. Merci de l'avoir suivi. La production est signée de prod, réalisation Télébel Top pour le compte de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Pour présenter la page Ehrlich Dorelas depuis Boston, la capitale des grandes universités du monde. Couleur du temps pour aujourd'hui, du soleil à Boston, 40 degrés Fahrenheit, 4 degrés Celsius, Jacmel, 87 degrés Fahrenheit, 31 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent lundi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Ehrlich Dorelas.